Alors, bonjour à tous. Bonjour. Juste, je règle des petits problèmes techniques rapidement parce que si je vois que ça se connecte, donc je pense que c'est bon. Super, ça se connecte. Génial. Ok. Bienvenue à toutes et à tous. Je laisse juste une petite minute de plus pour permettre à tout le monde de se connecter et on commencera. J'en profite pour vous signaler pour les personnes déjà en ligne que vous avez un chat. Et je vois que Cécile et Marie s'en sont déjà saisies pour nous poser vos questions, vous présenter si vous souhaitez en arrivant. Si vous voulez nous dire quelques mots sur vous, vous n'hésitez pas. C'est l'endroit pour faire ça. Et ben, je pense qu'on n'est pas mal, on est plutôt nombreux, donc je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur le recrutement et l'onboarding. Donc aujourd'hui, nous sommes deux à présenter, moi-même et Camille. Le sujet du jour, c'est le recrutement et le pré-onboarding, comment engager dès le départ. Donc moi, je suis Charlotte Faubert, j'ai cofondé une agence de conseil en communication RH qui s'appelle Plotfox. Très simplement, le métier et la mission de Plotfox, c'est d'utiliser la communication comme levier pour répondre à des enjeux et des besoins RH. Donc, aussi bien sur le recrutement, là, on va utiliser la marque employeur, des enjeux de notoriété, des outils aussi bien comme de la stratégie éditoriale, des outils de communication. Donc, avec la question fondamentale, comment parler de nous, présenter notre culture et notre ADN pour finalement donner envie aux candidats de nous rejoindre. Et on poursuit après tout le parcours candidat. On accompagne nos clients aussi sur leurs enjeux justement d'engagement, d'onboarding, sur la durée, de change, quand il y a des sujets de transformation. Toujours dans cette logique de dire comment on garde le lien avec le collaborateur, avec le candidat, comment on parle de notre culture d'une manière authentique et comment du coup on produit des outils de communication qui sont efficaces quand on parle de marque employeur et qui nous permettent de transformer en fait. On a voulu faire ce webinaire avec Camille et je la laisserai se présenter juste après justement parce que du coup Youmani c'est un cabinet de recrutement et on a trouvé ça super intéressant de faire un pont entre les métiers de la com et les métiers du recrutement sur des sujets aussi importants aujourd'hui que sont l'onboarding et le pré-onboarding. On va revenir sur la définition de ce mot. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir associer nos expertises pour répondre à vos questions sur cette thématique. Camille, je te laisse la parole. Yes, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, donc Youmani pour me présenter rapidement. Donc moi, j'ai rejoint à l'origine un cabinet qui s'appelle Mobiskill, qui est un cabinet spécialisé dans la tech. C'est un cabinet qui a plus de 13 ans. Et après quelques années sur Mobiskill, on a décidé avec les fondateurs de lancer Youmani. Le positionnement globalement, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 cabinets qui nous permettent d'aider nos partenaires sur tout leur recrutement dans le digital. Donc, pour vous donner une idée rapidement, c'est à peu près plus de 650 recrutements sur une année et 4300 candidats accompagnés. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est le recrutement, mais c'est vrai que le recrutement, ça ne s'arrête pas au moment où notre candidat a accepté un poste. On l'accompagne aussi pendant justement toute cette phase après jusqu'à l'onboarding et même pendant l'onboarding. Et donc, on a une visibilité sur ce qui se passe sur le marché, sur ce que nos partenaires ont mis en place, sur ce que vivent nos candidats pendant ces 3 mois-là. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant d'échanger avec Charlotte sur le sujet, de partager un peu nos deux points de vue sur ce sujet-là. Donc, merci à Charlotte de nous avoir proposé. Avec grand plaisir. Donc, sur ce sujet de l'onboarding, on s'est dit qu'on allait commencer par vous poser une question. Je vais publier un petit poll. Normalement, ça va s'afficher dans votre
Dans votre écran, faites-moi signe si ce n'est pas le cas. La question étant, avez-vous un process de pré-onboarding mis en place? Ça nous intéresse particulièrement parce que le constat est généralement que c'est plutôt non que oui. D'où l'intérêt aussi de faire aujourd'hui ce petit focus sur le sujet. Mais on aimerait bien savoir dans le public présent aujourd'hui si c'est le cas. Je vous laisse le temps de voter. Ah, C'est un peu un suspense, hein. c'est gros suspense, ça bouge pas mal. Ben, en fait, finalement, je dis des bêtises. J'ai l'impression que ça se stabilise sur un oui. Magnifique. J'ai l'impression de faire une série télévisée. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir les résultats, mais pour l'instant, on est à 57% de oui et 42% de non. Donc le oui l'emporte. Donc bravo, félicitations à vous. C'est-à-dire que vous êtes une majorité à avoir mis en place un process de pré-onboarding. C'est génial. Je vais fermer maintenant le petit pôle pour continuer. Donc justement, pour faire en fait un rappel sur ce que c'est le pré-onboarding, pour ceux qui ne savent pas justement et qui sont là en tant que curieux, l'onboarding, on rappelle, c'est 6 grandes étapes. Donc, on a effectivement cette phase de pré-onboarding qui sont les jours / mois entre la promesse d'embauche et le début de la période d'essai du candidat. Finalement, le moment où il dit « Ok, c'est bon, je vous rejoins » et le moment où il intègre réellement l'entreprise. Et ça, c'est plus ou moins long. Donc, Camille reviendra dessus après. Là où c'est particulièrement dangereux, c'est quand c'est long, justement. C'est quand ça peut être des périodes de 3 mois. Et après, effectivement, cet onboarding, il continue avec le premier jour dans l'entreprise, qui est un sujet que nous, on traite pas mal, justement, chez Podfox, comment bien intégrer, etc. Et le suivi, après, sur 2 mois, qui est aussi la période de formation, d'intégration de la culture, etc., etc. Donc, aujourd'hui, justement, on s'intéresse à cette période de pré-boarding et je vais laisser Camille justement prendre la parole pour vous expliquer un petit peu, elle, le constat qu'ils font chez Youmani sur ce moment-là. Exactement, c'est que le constat chez nous, c'est que c'est une phase qui peut être assez longue parfois parce qu'on a en général des délais entre le moment où le candidat quitte son entreprise, où il annonce qu'il souhaite partir et le moment où il est capable de vous rejoindre de 3 mois, qui est un délai un peu légal de préavis. Et pendant ces 3 mois-là, finalement, c'est assez long. Il peut se passer beaucoup de choses et l'objectif, c'est justement de pouvoir anticiper ces aléas-là et d'éviter une frustration qui est de penser qu'on a recruté un candidat et si pendant ces 3 mois-là, finalement, pour différentes raisons, donc je vous donnerai des exemples après, le candidat ne vient pas, et c'est assez déceptif. Ça peut mettre en péril une stratégie aussi qu'on a construite autour de ce recrutement. Et donc, l'objectif, c'est d'anticiper tout ça ou alors d'avoir un impact. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 8% des candidats qui ont accepté une offre qui ne se présentent pas le premier jour de leur prise de poste. Ça peut être lié à un tas de raisons différentes, mais voilà, donc ça arrive assez souvent et ça peut arriver très tôt, puisque un autre chiffre qui est assez intéressant, nous on constate au sein du cabinet, notamment auprès des populations dites pénuriques aujourd'hui, qu'on a sur des populations pénuriques un candidat sur 2 qui, lorsqu'il va annoncer à son entreprise actuelle qu'il souhaite démissionner, va recevoir une contre-offre. Alors, le principe de la contre-offre, c'est quoi? C'est que quand on annonce son départ, l'entreprise va proposer quelque chose en contrepartie pour faire rester le candidat et le pousser à ne pas démissionner parce que pour vous êtes content d'avoir recruté un candidat, mais de l'autre côté, le problème se décale à une autre entreprise qui voit quelqu'un partir. Donc, un candidat sur 2 va être sollicité pour rester dans l'entreprise. Et si on couple ça à des candidats qui sont sursollicités sur le marché parce qu'ils sont démarchés à peu près tout le temps et un manque de relation avec son futur employeur qui peut amener parfois, et nous on a eu le cas de candidats qui nous disent mais en fait je ne sais même pas si c'est toujours bon.
j'ai accepté une offre, mais depuis, j'ai pas de nouvelles. Donc, j'ai mon employeur actuel qui me fait les beaux yeux pour que je reste. J'ai un message par jour pour me démarcher. Et comme j'ai pas la certitude que finalement, ça va le faire avec l'autre entreprise, et ben, c'est là qu'on se met en danger. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on recommande, c'est voilà, d'être hyper vigilant à ce cas de figure-là. Par exemple, la contre-offre est un très bon exemple. Peut-être que parmi vous, vous avez tous démissionné à un moment. C'est un moment qui n'est pas facile à vivre et qui peut, pour des juniors, par exemple, ça peut être plus facile de finalement engager un junior à rester. Pour un senior expérimenté qui a peut-être une notion d'affect, parce que ça fait longtemps qu'il est dans son entreprise, ce moment de poser sa démission va être un moment délicat aussi. Si en plus il a des responsabilités du management d'équipe, son départ va littéralement impacter son entreprise actuelle. Donc on augmente aussi le pourcentage de chances d'avoir une contre-offre. Donc ça, c'est le premier point, c'est la contre-offre. Et puis après, donc là, on peut avoir un impact. On verra après quelles sont les clés qu'on a pour justement garder le lien et comment est-ce qu'on fait. Mais on peut accompagner un candidat dans sa contre-offre. Et puis la deuxième, c'est parfois on n'a pas d'impact, mais il faut juste le savoir à temps. Nous, on a eu un cas de figure d'un de nos partenaires pour qui c'est arrivé, qui devait avoir quelqu'un qui devait arriver en prise de poste. Finalement, pour des raisons perso, cette personne n'a pas pu prendre son poste et changer d'entreprise. Sauf que l'entreprise, notre partenaire, l'a su quelques jours avant l'arrivée. Si notre partenaire l'avait su peut-être un mois avant, on aurait eu un mois pour trouver une solution et retrouver une personne. Là, on avait une semaine pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retrouver quelqu'un, il faut le retrouver vite, parce que derrière, on avait d'autres enjeux, parce que c'était pour faire avancer l'entreprise sur tel et tel projet. Il y avait d'autres équipes dont dépendait ce recrutement qui ont aussi été impactées. Et en fait, avec l'effet boule de neige, on s'est retrouvé un peu en situation de crise. Et donc, cette information, si on l'avait eue plus tôt, on aurait pu réadapter une stratégie. On n'aurait probablement pu rien y faire, mais on aurait pu avoir un impact sur comment est-ce qu'on s'organise en fonction de cette mauvaise nouvelle-là. Donc, voilà un peu les quelques exemples de l'importance et de l'impact que peut avoir un manque de communication sur cette phase des 3 mois qui est assez importante pour l'entreprise. Merci Camille. Et du coup, c'est ce que vous appelez dans le jargon un non-start, quelqu'un qui ne se présente pas. Parce que là, dans le cas dont tu parles, la personne, ils avaient une semaine, mais ils l'ont eu. Il y a des cas de figure où on attend le collaborateur le jour J et il ne se présente jamais. C'est déjà arrivé, effectivement, et qu'on n'ait jamais de nouvelles. C'est-à-dire qu'il ne vient pas et quand on essaye d'appeler, ça ne répond pas, ça arrive aussi. C'est frustrant. C'est vrai que nous, on a déjà eu nos clients nous ont déjà parlé. C'est plus vrai dans certains secteurs. Hein. Encore une fois, là, il y a des profils très pénuriques où il y a plus de non-stars que dans d'autres. Du coup, ça me permet de faire une magnifique transition et de lancer la deuxième question. Est-ce que vous avez déjà vécu un non-start au sein de votre entreprise? Je publie la question. N'hésitez pas à aller voter. Ça, pareil, c'est super, super intéressant de connaître le pourcentage de personnes qui se sont déjà retrouvées dans cette situation. Alors, ça peut être la personne qui ne se présente pas le jour J, mais aussi qui vous lâche une semaine avant, on va dire. Oui, c'est ça. Enfin, pendant la phase des 3 mois, en fait. Finalement, on pose un candidat, il est verrouillé, il signe la promesse d'embauche. C'est ça. Et il se passe quelque chose qui fait que finalement, il ne vient pas. Ouais. Je crois que quand même la plupart des personnes ont déjà vécu cette situation. Pour l'instant, on est sur un 50-50. Ouais. Ça se bat. Je ne sais pas si tout le monde a participé. Bon, on est sur un magnifique 50-50 pour l'instant. Ah, le oui prend
prend la majorité, on a 53% de oui. Donc effectivement, on est assez nombreux, même nous à notre échelle, hein, de toute petite agence. On a déjà vécu une situation comme ça avec mon associé. Et c'est vrai que ça nous prend totalement au dépourvu, ce type de situation. C'est pour ça, en fait, que finalement, la suite de notre webinaire, je me permets de fermer le questionnaire, c'était de vous donner un peu des clés sur comment éviter ce type de situation. Ça n'est absolument pas magique, mais quand même, je pense que Camille et moi, dans nos prismes différents qu'on a sur le sujet, on a quand même vu des choses qu'on peut mettre en place qui fonctionnent. On l'a résumé en un seul conseil global, finalement, c'est de garder le lien, pas de grosses surprises à ce niveau-là. On va vous détailler un petit peu comment nous, on le perçoit pour le mettre en place et les bénéfices que ça représente. Mais effectivement, la clé est dans cette phrase, garder le lien. Oui, exactement. Là, c'est une liste alors non exhaustive de ce qu'on a vu parmi nos partenaires clients, de ce qui a été mis en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi nos partenaires, nous, on a des partenaires qui ont un process de recrutement hyper carré, un process d'onboarding hyper carré. Et parfois, le pré-onboarding, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit vraiment bon, bah, c'est un peu le vilain petit canard de l'onboarding, celui-là. Mais dans ce qui est fait par nos partenaires, on a donc suivre le candidat dès l'acceptation de l'offre, effectivement, et l'accompagner dans sa démarche de démission. C'est ce que je disais juste avant, et ça, c'est la grosse première étape à passer. Et puis après, il faut simplement lui montrer que vous l'attendez. Alors, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être des coups de téléphone une fois par mois pendant ces 3 mois, lui demander, lui montrer qu'on l'attend. Voilà, les fournitures sont arrivées, lui proposer des rencontres, lui envoyer de la documentation, organiser un déjeuner. Parfois, dans les process de recrutement, on fait participer une partie de l'équipe pour valider le candidat, mais le candidat ne peut pas rencontrer toute l'équipe. Ça peut être lors d'un déjeuner ou d'un événement organisé par l'entreprise, le moyen de les inviter pour qu'ils soient déjà intégrés finalement dès ces premiers mois-là, lui envoyer du contenu. Donc voilà, un peu des exemples. Si vous avez aussi en parallèle d'autres choses que vous faites, n'hésitez pas à les mettre en parallèle dans la conversation. Mais moi, nous, c'est ce qu'on a recensé. Et je crois du coup, donc, Charlotte, que toi aussi, de ton côté, tu as des exemples et surtout, tu as pu monitorer auprès de tes partenaires les bénéfices de cette mise en place de petites choses, mais finalement qui peuvent avoir un effet assez fort. Oui, tout à fait. En effet, nous, ce qui est intéressant, c'est que généralement, c'est vrai qu'on fait plus appel à nous sur la phase d'onboarding, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aider à construire un parcours d'onboarding, de réfléchir à comment intégrer les collaborateurs, quel type de communication leur produire, à quel moment leur distribuer, comment organiser une journée d'accueil, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'il y a certains de ces contenus qui peuvent être communiqués en amont finalement, ce qu'on appelle maintenant des culture books, qui ont pour objectif justement de transmettre et de communiquer sur la culture de l'entreprise avant l'arrivée même du candidat, avant qu'il devienne un collaborateur, de tout de suite lui proposer de l'inscrire à la newsletter qui lui permettra de voir un peu les actus de l'entreprise. Finalement, nous, notre métier, c'est d'aider à travailler sur sur la visibilité et la compréhension de la culture d'entreprise. Mais il faut pas se dire que ça commence le jour J, le jour de l'intégration. Si justement pour moi une intégration réussie, c'est un candidat qui arrive à sa journée d'accueil en ayant déjà compris et adhéré à la culture. C'est tout le travail qu'on fait sur la partie marque employeur justement. Et c'est là où on est en soutien des cabinets de recrutement, c'est de leur fournir à eux aussi des contenus et des informations qui vont leur permettre de parler au candidat et de lui expliquer en fait quelle aventure il rejoint, quel type de culture d'entreprise, quel rythme de travail, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent, qu'on a tendance à réfléchir soit en termes juste de notoriété, soit juste en termes d'onboarding, alors que finalement, on peut utiliser ces mêmes outils sur ce moment très clé. Et c'est juste une question de comment et à quel moment, pour ne pas harceler non plus cette personne en face, on va lui transmettre ces informations.
Donc, c'est là où moi, j'aime bien dire, et c'est avec Camille, en préparant ce webinaire, on était assez d'accord, tout ça, c'est un cercle vertueux. Une fois que la démarche, elle a été lancée, de réflexion sur votre marque employeur, votre onboarding, etc. Le pré-onboarding, finalement, c'est un zoom, mais qu'on a tendance à oublier. Et c'est dommage parce que du coup, on pourrait s'y intéresser un petit peu plus, le booster un peu plus en termes de process et maximiser nos chances finalement d'avoir une personne qui se présente et qui reste par la suite. Donc effectivement, les bénéfices de mettre en place toutes ces petites actions, ça maximise les chances que le nouveau collaborateur arrive, ça facilite son intégration et sa compréhension de la culture d'entreprise parce qu'il n'a pas la pression de devoir comprendre en un jour, en une semaine, où il met les pieds. Donc, c'est beaucoup plus cool pour lui. Et ça permet aussi d'augmenter son engagement sur la durée. Ça, je laisserai Camille prendre la parole sur ce sujet. Oui, effectivement, alors j'ai vu qu'il y avait Anne-Sophie qui avait posé une question, donc on y répond juste après. Mais pour terminer sur l'engagement, nous, en tant que cabinet, ça peut faire partie, en fait, finalement, d'une stratégie de recrutement, le pre-onboarding. Pourquoi? C'est écrit sur la slide et notamment, on parle de cooptation. Nous, on a vu des candidats qui n'avaient pas encore rejoint des équipes de nos partenaires, mais qui, avant même d'être arrivés, cooptaient des candidats parce qu'en fait, le process de recrutement a été bien travaillé, le process de pré-onboarding a été bien arrivé et l'expérience candidat a été optimisée pour travailler sur de la marque employeur et du coup, finalement, réussir à avoir de la cooptation alors que la personne n'est pas encore arrivée dans les bureaux. Et ça, c'est assez rare, il est vrai, mais pour le coup, quand ça arrive, on sait aussi pourquoi on le fait. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et après, donc Anne-Sophie, c'est une question qu'on allait aborder juste après, mais on peut très bien y répondre maintenant. Alors, j'ai pas moi en tout cas, Charlotte, dis-moi si toi, tu as un point de Je ne vue. sais pas si tout le monde la voit. Peut-être qu'on la lit à voix haute. Je ne suis pas sûre. Ouais, exactement. La question, c'est est-ce que selon vous, c'est aux équipes RH de se charger de cette partie ou bien également à l'équipe que la personne va rejoindre? Très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend. Alors moi, de ce que je constate, c'est que ça dépend des entreprises, mais globalement, c'est aux deux parties. Le manager est souvent impliqué. En revanche, sous contrôle d'une équipe RH qui va centraliser ce process pour s'assurer que le process est bien suivi. Donc, les managers sont intégrés, mais ils ne sont pas seuls dans cette démarche-là, puisque l'équipe RH s'assure que tous les managers font le même process de pre-onboarding, qu'il n'y ait pas de loupé. J'en discutais pas plus longtemps que la semaine dernière avec un de nos partenaires qui a laissé les managers prendre le lead sur le sujet, qui s'est aperçu que, du coup, selon le manager, les process de pre-onboarding n'étaient pas les mêmes et que dans les équipes, ils n'étaient pas pre-onboardés de la même manière. Donc voilà l'expérience que j'en ai. Je ne sais pas si toi, Charlotte, tu as d'autres expériences sur le sujet. Effectivement, Anne-Sophie, c'est une super bonne question et qu'on avait prévu d'aborder. Effectivement, aujourd'hui, le constat, c'est que les managers sont des personnes clés pour la réussite de ce process. Néanmoins, si on veut quelque chose d'harmonisé globalement dans l'entreprise, après ça dépend aussi de la structure, de la taille, etc. On préfère que le process soit mis en place par les équipes RH, après avec liberté et suggestion possible des managers, mais qu'il y ait quelque chose d'un peu processisé à la base et qu'après, bien sûr, chaque manager puisse venir appliquer et adapter à sa méthode. Mais bien sûr, ils sont clés. C'est ça aussi qui va donner envie. Si on n'est que en contact avec l'équipe RH, c'est sûr que c'est moins sympa que d'avoir un contact avec son futur manager très rapidement, de se sentir intégré dans sa future équipe. Donc effectivement, ce sont deux parties prenantes très importantes, mais je dirais que ça n'est pas forcément au manager d'impulser la démarche. Mais encore une fois, ça dépend de chaque entreprise. Très rapidement, pour faire un pont aussi justement sur la communication et revenir sur cette notion de cercle vertueux, en fait, vous avez dû voir beaucoup de posts de ce genre sur LinkedIn, c'est très à la mode, soit de collaborateurs, soit de RH, soit de managers qui postent on vous attend ou au contraire la personne qui arrive et découvre son poste, ah trop bien, j'arrive, super accueil, etc. En fait, effectivement, plus vous allez mettre en place aussi des éléments
de communication marque employeur sur des canaux externes, parce que là, on vous parlait juste avant beaucoup d'une communication directe finalement avec le candidat, enfin le futur collaborateur. Mais on peut aussi imaginer une communication un petit peu plus large, c'est-à-dire finalement en appliquant une communication marque employeur assez fréquente, en parlant voilà, de ce qu'on fait, des actions mises en place pour accueillir les personnes, comment ça se passe une journée d'onboarding. Bon, là, c'est très focus goodies, mais il y a aussi des posts qui sont très orientés sur les premiers jours, la formation, etc. Pour la personne qui va finalement vous rejoindre et qui est un petit peu dans l'expectative de ce qui l'attend et qui va aller se renseigner, vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est des super marqueurs parce que ça va venir la rassurer. Elle va se dire, bon, c'est génial, j'arrive à visualiser ce qui m'attend, je sais qu'on prend soin de nous les premiers jours. Donc, en fait, c'est des postes qui ne tombent pas dans les abîmes si vous arrivez à mettre en place une bonne stratégie de communication. C'est vraiment, c'est pour vous dire que ça sert et ça nourrit aussi cette stratégie de pré-onboarding, justement. Donc, ne pas hésiter à taguer les futurs collaborateurs dans ce type de poste. Ça sera bientôt votre tour. On a hâte que vous nous rejoigniez. Voilà, pour les impliquer aussi dans cette démarche. Je te laisse reprendre la parole. Exactement. Du coup, là, on arrive un peu sur les premiers jours de l'onboarding. Donc, on sort un peu du sujet pré-onboarding. Mais il est important parce que c'est vrai que quand on a un bon pré-onboarding, on a des gens qui arrivent et qui sont déjà presque intégrés, qui vont aussi être efficaces plus rapidement parce qu'en fait, ils ont déjà les premières semaines, finalement, elles ont déjà été faites en amont. Et là où il faut faire attention, c'est justement de ne pas tomber dans l'opposé, c'est-à-dire de se dire que loin des yeux, loin du cœur, on a eu peur pendant 3 mois parce qu'on ne voyait pas le candidat, donc on a gardé le contact pour le garder au chaud, pour s'assurer qu'il vienne, etc. Mais quand il arrive, on est rassuré parce qu'il est là. Cependant, on n'arrête pas les efforts. Il faut vraiment se dire que pendant 3 mois, on a fait le plus dur, c'est qu'on ne voyait pas le candidat, on avait peur qu'il ne vienne pas. Quand il est là, il semble content parce qu'on a bien bossé le pré-onboarding et c'est chouette. Mais on a encore du boulot sur l'onboarding et donc il faut vraiment, à ce moment-là, continuer à travailler tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant sur l'engagement du collaborateur, sur de la communication, sur comment garder le lien avec ce candidat pendant l'onboarding. Et donc ça, notamment, je sais que donc là, on a quelques chiffres. C'est que c'est quand même une phase où on a encore un risque de voir un candidat partir. Alors, pas dès la première journée, parce qu'on est à 4% heureusement. Mais bon, 36% cherchent un nouvel emploi dans les 6 premiers mois. Ça montre bien qu'il faut faire aussi attention. Même quand le candidat est là, tout n'est pas gagné encore. Et donc ça, je crois que toi, Charlotte, justement, tu as quelques tips sur la préparation aussi d'une journée d'onboarding. Exactement. En fait, ce qui est intéressant avec ces chiffres, moi, je trouve, c'est la notion de promesse ratée. C'est-à-dire que effectivement, disons, on a un process de pré-onboarding, processisé ou non, on met en place des choses pour s'assurer que la personne soit là, que le premier jour se passe bien. Et après, c'est l'effet pchit. C'est-à-dire que la promesse n'est pas tenue sur la durée. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très dur à vivre pour un candidat. Nous, notre travail, justement, avec Bloodfox, c'est de travailler sur les éléments de langage, mais qui sont authentiques, qui sont basés sur un constat vraiment de l'ADN de l'entreprise, etc. D'ailleurs, nous, on dit toujours, attention, il faut faire du zéro bullshit sur ça, parce que si les promesses ne sont pas tenues derrière, la conséquence est assez désastreuse et on le voit avec ce 36%. Donc là encore, ce que je veux dire, c'est il faut mettre en face la mesure de effectivement l'énergie que vous mettez sur cette période de lancement et la suite. Je préfère que vous en fassiez peut-être un peu moins, mais que ça soit réaliste par rapport à ce qui les attend après, qu'effectivement vous cartonniez d'action au début et qu'il n'y ait plus rien par la suite. Et c'est quelque chose qu'on constate assez souvent. Donc en fait, effectivement, il y a aussi une notion de lisser sur la durée et de ne pas oublier qu'en fait, ça, beaucoup de gens me disent en onboarding, c'est 2 mois. Un vrai engagement, ça met minimum 6 mois pour qu'une personne se sente
engagé dans l'entreprise, dans la culture, qui ait un sentiment d'appartenance, ça met beaucoup plus de temps. Donc oui, vous commencez tôt, mais c'est une course de fond en fait. Donc il faut absolument qu'il y ait une logique dans la durée et qu'on s'y retrouve. Donc ça, c'est un petit warning parce que notre objectif aujourd'hui avec Camille, c'est pas de dire justement miser tout sur le début. C'est hyper important parce que on sait que c'est un coût le recrutement et le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de vous faire aussi trouver des solutions pour absorber ce coût et que vous ne retrouviez pas à recruter quelqu'un après un long process de recrutement. Voilà, ça serait bien dommage. Donc effectivement, on les engage, on s'assure qu'ils nous rejoignent, mais il faut que ça dure dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est là où la vraie stratégie d'onboarding se met en place et c'est là où il y a un réel parcours à réfléchir, des étapes, des jalons, des discussions, des personnes, des marqueurs, plein d'actions comme ça à réfléchir. Donc, sur le tout ne fait que commencer, je ne vais pas me répéter parce que du coup, grâce à la question d'Anne-Sophie, on a déjà parlé de ça. Moi, je pense que c'est indispensable d'engager dès le départ les personnes clés. Donc, que ce soit vos managers ou vos RH, peu importe qui décidera de cette stratégie, et à un moment, il faut former tout le monde pour que tout le monde soit raccord. Donc, aujourd'hui aussi, le constat qu'on fait, c'est que les candidats, ils entendent des discours dans la phase de recrutement des équipes RH et que derrière, ils en entendent un autre des managers parce que personne n'a pris le temps de se parler, de se dire finalement, c'est quoi notre promesse en tant qu'employeur, sur quoi on va axer vraiment le discours, sur quoi on va communiquer et comment on va les engager dans la durée. Donc, effectivement, la communication inter-équipe, elle est indispensable et de ne pas se dire qu'on est des concurrents dans cette démarche, on est des partenaires. On a besoin les uns des autres. Donc, effectivement, ça, pour moi, c'est clé. Et quand ça rate, souvent, c'est que ça rate au niveau communication des équipes. Donc, après, préparer les temps de formation avec un agenda prêt pour les semaines à venir, bloquer son déjeuner, être disponible pour des discussions et des questions plus informelles. Ce qui marche très bien, c'est de préparer un kit RH aussi, qui est disponible pour toutes les parties prenantes, bien préparer la première journée, etc. C'est des suggestions posées un peu en vrac, mais vous doutez bien que dans l'idéal, tout ça, c'est bien réfléchi, c'est bien mis au propre et c'est facile à suivre. Encore une fois, on sait aussi, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'il y a un enjeu de temps. Donc, c'est bien beau de vous dire qu'il faut mettre plein de choses en place. Vous n'avez souvent pas le temps de le faire. Je dis oui, mais quand on prend ce temps au début d'optimiser, finalement, derrière, on voit qu'on en gagne beaucoup. Et encore une fois, c'est une question d'économie aussi, parce que si on arrive à engager un collaborateur dans la durée, c'est un recrutement en moins, donc c'est des coûts aussi en moins. Donc tout ça, c'est encore une fois un cercle vertueux. Je ne sais pas si je pourrais juste ajouter pour compléter que sur la partie d'onboarding, nous, on s'en aperçoit, alors peut-être plus avec des juniors, mais il y a quand même un facteur stress. Nous, on le voit aussi sur les candidats qui passent des entretiens, des juniors beaucoup qui sont un peu stressés de leur premier jour ou de le passer un entretien et qu'en fait, cette notion de préparation, elle semble toute bête, mais dire à quelqu'un, tu arrives à telle heure, tu sonnes à tel endroit, tu peux t'habiller comme ça, en fonction aussi de votre culture et de ce qui se passe en interne et qu'il sache, il sait déjà qu'il va déjeuner avec un tel. Ça peut sembler bête, mais dans la tête d'un candidat, nous, le feedback, c'est que ça les rassure beaucoup. Parce que je pense qu'on a tous eu déjà la peur de déjeuner tout seul. Bon, il y a des gens qui adorent ça, mais c'est quand même pas la majorité. Mais de déjeuner tout seul, de pas trop savoir à quelle sauce on va être mangé, le fait de tout organiser rassure le candidat et ça lui permet aussi du coup d'être dans une zone de confort et d'être lui-même. Et pendant la phase onboarding, c'est intéressant d'avoir un candidat qui est lui-même parce que c'est comme ça que vous pouvez aussi évaluer ce candidat pendant la phase onboarding. Donc, c'est vraiment un effet bénéfique pour les deux parties. Et autre sujet qu'on voit aussi beaucoup chez nos partenaires, c'est de faire un point avec les équipes sur ce qu'ils attendent de l'onboarding, sur ce qu'ils ont compris de ce qu'on leur a vendu en entretien. Puisque nous, une des raisons pour lesquelles les candidats s'en vont pendant cette période de 6 mois, c'est parce que les deux parties ne se sont pas compris sur les attentes du candidat et la proposition de valeur de l'entreprise. Et donc ça, dès le début, remettre ça, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce qu'on te propose,
c'est un des meilleurs moyens de s'assurer est-ce qu'on est aligné ou pas, et du coup d'avoir une phase d'onboarding qui se passe bien. Voilà, deux sujets que j'avais pour compléter. Et tu fais bien. Bon, cette slide, pour conclure, hein, mais que la marque employeur, c'est un levier d'action 2 en 1. Moi, j'aime toujours bien rappeler, parce qu'on parle beaucoup de marque employeur, on l'imagine seulement comme un moteur d'attractivité, de visibilité, mais c'est aussi un moteur d'engagement et de fédération des équipes. Donc, encore une fois, tout part de là. À partir du moment où vous avez une communication employeur qui est alignée en interne et en externe, que vous avez des bonnes personnes engagées, ça devrait rouler tout seul, et chacune de ces phases justement du parcours candidat, qu'il soit au moment où le candidat est un candidat, où il devient un collaborateur, doit être maîtrisée dans une logique d'harmonie en fin de compte. Donc voilà, je finirai sur ça parce que je vois qu'il est déjà midi, presque 10, et qu'il nous reste 5 minutes pour un question-réponse. Je ne sais pas, Camille, si tu voulais conclure sur autre chose. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Juste le dernier mot de la fin, sur le recrutement, qui est donc moi l'expertise que j'ai, c'est vraiment un élément différenciant. Beaucoup d'entreprises recrutent, il y a beaucoup de belles sociétés avec des managers qui donnent envie, des projets qui donnent envie aussi. Aujourd'hui, ça peut être un élément différenciant pour votre entreprise d'être bon là-dessus, parce que toutes les sociétés ne sont pas encore calées sur le sujet. Et sur le recrutement, ça peut être un vrai levier aussi. Donc voilà. Oui. Tu fais bien de le rappeler. C'est important, parce que souvent, c'est quand même aussi ce qu'on cherche, de se différencier. Donc, sur des choses comme ça qui peuvent paraître peut-être un détail, finalement, on sait qu'on peut on peut se démarquer. Exactement. Génial. Je ne sais pas si on a des questions, ou des bonnes pratiques. C'est vrai que nous, on a listé tout un tas de choses, mais ce n'est pas exhaustif, hein, tout ce qu'on s'est dit. Sachant que vous êtes finalement, je crois que c'était 60%, c'est ça, Charlotte, on s'est arrêté à 60% des personnes qui ont un pré-onboarding. C'est ça. Ok. Peut-être qu'il y a des choses. Oui, voilà, on se demandait, est-ce que certains d'entre vous veulent se servir du chat pour nous partager des bonnes pratiques, parce que c'est vrai que nous, on a donné quelques conseils rapides, mais c'est toujours intéressant de s'inspirer de ce qui se passe chez les autres aussi. Ou bien nous raconter une anecdote justement de non-start qui vous a marqué. Si vous voulez partager, c'est le moment. Si vous avez des questions recrutement ou communication, c'est le moment aussi. Je vous laisse un peu le temps. Oui, okay. Avez-vous une idée de comment se passe un onboarding pour un LD manager qui arrive nouvellement? LD manager, c'est learning et développement ou pas du tout? Ouais, j'aimerais bien être sûre aussi. Sabrina, est-ce que vous pouvez nous préciser? Je ne sais pas si Sabrina nous... Bon, Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Charlotte. Là, c'est pour son onboarding à lui, en fait, c'est ça la question? Learning and Development qui arrive nouvellement. Alors, il me manque un peu de contexte sur l'attente de la... Je suis désolée, je ne comprends pas exactement la question. Est-ce qu'on parle du process? Est-ce qu'on parle de... Oui, lui-même. Donc, comment on onboard un Learning and Development Manager, c'est ça? Très bonne question. Alors, je ne connais pas la structure de votre entreprise. Je sais pas comment vous êtes organisé. Mais clairement, comme les autres, je pense que là-dessus, il y a une base à avoir. Je ne sais pas si vous en avez une, mais pour moi, l'onboarding, de toute façon, il y a une base qui doit être la même pour tous, hein. C'est-à-dire, encore une fois, alors moi, ça, c'est mon appréhension du sujet, mais bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise, bien comprendre ses enjeux, bien comprendre la culture, permettre à cette personne de la questionner aussi. Je trouve que c'est très important. Et ça peut se faire différemment
Mais quelqu'un qui arrive notamment sur un poste comme celui-ci, ce qui va être très intéressant, c'est son regard. Donc, il ne faut absolument pas s'en priver. Et moi, je dis toujours que dans ces cas-là, c'est le bon moment de challenger cette personne et finalement aussi de l'impliquer. Plus vite on fait comprendre à la personne qui arrive sur un type de poste comme celui-ci que son avis, son regard va nous intéresser, plus elle va se sentir aussi valorisée tout de suite dans sa fonction. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de super intéressant à faire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Après, c'est vrai que du coup, pour compléter, pour un Learning et Development Manager qui est chargé de cette partie onboarding lui-même, je me demandais si ça se passait différemment. Je pense que ça ne se passe pas différemment, si ce n'est que si c'est une création de poste, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que moi, ce que je constate, c'est que sur des créations de postes, les personnes, pendant leur pré-onboarding, quand c'est une création de poste, nos partenaires font part de leurs doutes. Ils n'hésitent pas à leur dire, voilà, sur ça, on n'est pas bon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a recruté. Et de les impliquer déjà, si tu as déjà des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, etc. Voilà, presque pas une prise de poste parce que la personne ne peut pas faire deux postes en même temps. Mais voilà, lui poser des questions alors qu'elle n'est pas encore arrivée, ça peut être un moyen de lui montrer que même si ce n'est pas parfait, justement, elle est recrutée pour cette raison-là. Ça peut être un bon moyen de l'onboarder. Après, oui, je pense qu'il n'y a pas de grosse différence avec les autres profils. Et après, on a une autre question d'Anne-Sophie, du coup. Oui. Il y a des équipes communication marque employeur qui sont rattachées soit au pôle RH, soit au pôle communication. Avez-vous repéré des bonnes pratiques via vos clients? Oui, ça c'est un sujet que je rencontre, je pense, quotidiennement. C'est à qui rattacher les équipes communication marque employeur. C'est vrai que ça dépend. Moi, j'ai un bon 50-50, je dirais. La différence finalement, c'est que le besoin, il est orienté très différemment en fonction de si c'est rattaché à la com. Effectivement, on va s'intéresser plus à des enjeux presque marketing, de notoriété, d'engagement des candidats, etc. Les RH, ils arrivent avec des besoins plus opérationnels aussi sur cette question de marque employeur, justement sur le discours au moment du recrutement, sur quelles promesses axées justement, encore une fois, leur discours quand ils ont un candidat en face d'eux. Donc, il m'est arrivé très souvent, avec Cécile, mon associée, on a eu souvent le cas qu'il y ait des clashs, parce qu'effectivement, souvent, il n'y a pas eu de communication en amont sur le besoin. Et la RH a besoin de ça et la communication a besoin de ça. Et je constate encore malheureusement qu'il y a trop de travail en parallèle et trop peu de ponts faits entre les deux divisions finalement, ce qui est le but aussi de la marque employeur, c'est de faire un pont entre la com et les RH. Et c'est normal, c'est encore les débuts, si je puis dire. Donc, il y a encore des métiers qui ne se comprennent pas très bien et qui ont finalement encore un peu du mal à parfois travailler ensemble. Et moi, j'ai eu plein de fois le cas où on nous a demandé de travailler sur un sujet sans intégrer la communication en amont, par exemple. Sur un sujet de communication RH pourtant, et d'avoir la com qui arrivait plus tard dans la boucle en disant non, pas du tout, ça colle pas du tout avec notre stratégie institutionnelle globale. Donc, effectivement, il faut faire très attention. La marque employeur, c'est un bout de votre communication globale. Elle adresse une cible qui est le candidat ou le collaborateur, mais elle ne peut pas être décorrélée du reste. Donc forcément, peu importe comment vous êtes organisé, nous, on recommande toujours, et c'est ce qu'on fait dans notre fonctionnement quand on accompagne sur ces sujets-là, des copiles, des réunions, mais qui impliquent tout le monde. Donc, même si la marque employeur, le pôle est rattaché au RH, on va demander quand même au pôle com d'être là. Parce que tous ces enjeux se mélangent et au final, à un moment ou à un autre, ça va se croiser, il va falloir travailler ensemble. Donc, je n'ai pas de… Ma bonne pratique, c'est vraiment ça, c'est faire attention aux égos de chacun parce qu'on bosse tous durement sur nos sujets et l'objectif, c'est que ce soit efficace aussi. Ah, on a un autre commentaire de Clara. Travaillant dans une entreprise de service type ESN, les candidats recrutés sont amenés à partir en mission quasiment dès leur arrivée. Difficile donc d'engager sur le fait de montrer qu'on l'attend, pas de bureau, etc. Auriez-vous une idée pour ce cas de figure? Excellente remarque. C'est vrai que c'est pas facile.
C'est un élément, au sein du cabinet, nous on recrute pour certaines ESN. Et c'est vrai qu'il y a deux typologies d'ESN. Et justement, quand on parlait d'éléments différenciants, pour le coup, ça en est vraiment un sur l'ESN. C'est un très bon cas d'école. On travaille avec des ESN qui ont mis en place un onboarding et un pré-onboarding, justement parce que le candidat n'arrivera pas dans les bureaux parce qu'il part en mission tout de suite. En revanche, ils ont une communication avec le candidat qui est assez forte en tant qu'ESN, pas avec le client. Et donc, en fait, ils ont justement travaillé leur processus d'onboarding comme si le candidat ne rejoignait pas une ESN. Et c'est un élément différenciant, c'est-à-dire que toutes les ESN qui ont un taux d'engagement assez fort de la part des collaborateurs qui les rejoignent, et donc on en a quelques-unes avec lesquelles on travaille, le constat, c'est que ce sont des ESN qui ont presque des process de pré-onboarding beaucoup plus forts qu'une entreprise qui n'est pas une société de service, qui donc va intégrer le collaborateur dans ses propres bureaux. Et la différence, elle se fait là et elle se fait aussi dans la formation. Pour le coup, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Après, je ne travaille pas avec toutes les ESN, donc voilà, c'est vraiment sur un scope que je dis ça, mais des sociétés qui proposent de la formation et qui permettent de garder le lien et ça montre aussi au candidat l'intérêt que le candidat a à rester proche de sa société de service parce qu'il comprend l'intérêt qu'il a, que ce soit en termes de formation, notamment si on parle de candidats techniques qui sont assez friands de ces éléments-là. Donc, pour répondre à la question en une phrase et résumer un peu tout ça, le pré-onboarding est parfois bien plus développé dans les ESN pour engager le candidat. Et finalement, de plus en plus, les ESN qui se démarquent en termes d'engagement collaborateur sont des ESN qui ont calqué les process d'onboarding adaptés à une situation de présentiel ou pas. Mais finalement, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait onboarder des gens et intégrer des collaborateurs sans avoir du présentiel. Ça nécessite peut-être d'autres manières, mais les ESN le font. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Clara. J'ajouterais que nous, on a accompagné Capgemini sur une demande similaire. La réponse, ça a été on a fait une web série, on a été faire le tour en fait des Capgeminiens qui étaient chez les clients, en accord avec le client, pour rencontrer les différentes équipes et faire une web série interne qui permettait en fait de savoir aussi ce que faisaient les collègues. Donc, parce qu'effectivement, ils ne se croisent pas au bureau. Donc, c'était vraiment toute la demande et que j'ai trouvé super intéressante et ça a très bien fonctionné. De se dire, tiens, Capgemini, qu'est-ce qu'ils font? L'équipe qui est chez Total, celle qui est chez Hermès, celle qui est là, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur travail? Et du coup, on a pu développer cette web série qui montrait les équipes, qui montrait leur quotidien. Et ça a créé une super discussion via l'intranet. Enfin, ça a créé des échanges, du lien, des bonnes pratiques. Donc, c'est peut-être pour un peu après, mais ça peut être intéressant si des outils comme ça existent, de les présenter aussi en onboarding pour montrer la richesse et la diversité des missions que vous adressez, par exemple. Ça peut être aussi une idée d'outil. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il est 12h21 et je vois que les gens commencent à se déconnecter pour aller manger. Donc, on va aller libérer les dernières personnes. Merci à tous et à toutes. C'était une super occasion d'adresser cette question. Merci Camille, c'était super intéressant pour moi aussi d'échanger avec toi sur ce super sujet. Ce webinaire est enregistré, il vous sera envoyé. Donc voilà, vous aurez tout ça dans votre boîte mail très vite. Merci à tous et merci beaucoup Charlotte pour l'expérience de premier webinaire. Bravo, très belle réussite. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir.